De Saigon, nous parvient la nouvelle des grandes victoires qui réjouit tous les cœurs. À 22 h du 28 avril, les forces armées et la population de Bien Hoa se sont rendus totalement maîtres de la base militaire et du centre. Vietnamien vient de sauter. À Saigon, c'est l'affolement. Le gouvernement du Sud-Vietnam n'existe plus. Les derniers Américains s'apprêtent à partir. Le ballet des hélicoptères commence. Nous étions une centaine de journalistes accourus du monde entier. Nous avons assisté à la fin d'une guerre de plus de 30 ans. J'ai donné quelques coups de téléphone en arrivant. J'ai appelé tel copain chinois de Cholon, tel copain vietnamien, et toujours la même réponse. Monsieur Pala, monsieur Pati, monsieur Voyage, monsieur Vacances. Ça veut dire qu'ils avaient foutu le camp. Donc les gens avisés déjà sentaient qu'il allait se passer quelque chose et que c'était perdu. Et alors on vivait dans une espèce de somnambulisme. Le 28, jusqu'au 28 avril, où alors les Américains brusquement ont donné le signal par le fameux mot de code, le vieux cantique de Noël, nous aurons un Noël blanc. Et à partir de ce moment-là, brusquement, tout s'est animé. Nous avons assisté à l'ambassade américaine, cette espèce de folie de gens qui voulaient se précipiter pour être enlevés dans une confusion extrême. On a vu par exemple l'ambassadeur d'Italie grimper un grillage pour arriver à se passer de l'autre côté. Ben, c'était insensé. Il y avait entre-temps des scènes de pillage étonnantes. Par exemple, le McVie, on voyait des gens avec des pousses, des simples pousses, entasser n'importe quoi, entasser des matelas, entasser des armoires en fer, puis les policiers s'y sont mis eux-mêmes, puis l'armée s'y sont mis eux-mêmes. Alors que beaucoup, abandonnant leurs armes, se livraient déjà au pillage, à Tan Son Nhut, l'aéroport de Saigon, une unité de parachutistes avait décidé de se battre jusqu'au bout. Ce fut l'un des derniers combats de la guerre du Vietnam. Donc il y a eu encore des combats. Il y a eu aussi les derniers combats les plus pathétiques. C'est au petit matin, les miliciens chrétiens sur le pont du Donai qui sont partis avec leur vélo, leur carabine attachée sur le vélo pour se battre une dernière fois et qui ont d'ailleurs tous été fusillés. Tandis que de tous côtés entraient les chars nord-vietnamiens qui étaient des chars soviétiques. Dans ces troupes nord-vietnamiennes qui arrivaient, il y a des jeunes types qui avaient ce côté un peu, ce sourire un peu gentil, un peu figé de bonne sœur, et à côté encadrés par les vieux cadres qui avaient des gueules terribles de Templiers. Ici, la voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. Les Saïgonais, curieux, se regardaient, qu'est-ce que c'est que ces Martiens qui y arrivent? D'où viennent-ils? D'où sortent-ils? De quelle planète? Ils ne comprenaient rien du tout. Et petit à petit, on a senti ce système qui se fermait doucement, insensiblement. On a commencé à voir des gens qui étaient envoyés qui étaient recensés, envoyés dans des camps de rééducation pour 2 jours, 3 jours, 5 jours. En fait, ils ne réapparaissaient plus. Viet a survécu à 7 ans de camp de rééducation au Vietnam. Quand je l'ai connu, il était responsable presse et porte-parole de l'armée sud-vietnamienne. Quelques jours après la chute de Saigon, j'étais expulsé comme tous les journalistes occidentaux et je l'ai perdu de vue. Sans nouvelles de lui pendant 8 ans, je le croyais mort. Aujourd'hui, à Paris, il s'occupe d'une revue vietnamienne. J'ai assisté à la chute de Saigon. Et puis un mois après, je me suis présenté pour 30 jours qui a duré 7 ans de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait les camps de concentration, j'ai été déporté au Nord-Vietnam, et c'est là que je suis resté jusqu'en 1982. Vous avez été déporté dans quelles conditions? C'est le train de l'enfer. On a été entassés dans
et dans les wagons à bestiaux, à 70-75 personnes avec tout notre barda. Ben, il y en a qui n'ont pas pu supporter. Beaucoup sont morts en cours de route parce que les wagons sont fermés hermétiquement avec des planches de bois et puis cadenassés de l'extérieur. Ma mère était morte dans un camp de concentration. Bon, j'ai plus rien. Je suis complètement déraciné. Les Vietnamiens sont attachés au pays par la famille, les ancêtres. Monsieur Wan Wu Quynh était un des membres influents du Parti communiste vietnamien. Brillant technicien, il appartenait au comité d'études chargé des relations scientifiques internationales. Lors d'une mission technique en Europe, il est passé à l'Ouest. Đối với bản thân tôi thì tôi là đảng viên, Đảng Lao động từ năm 1967. Je suis entré au parti en 1967. C'était au moment où le pays entier était engagé dans le combat contre les Américains et dans la lutte pour la libération nationale. À cette époque-là, alors que le monde entier nous soutenait, je m'étais donc engagé à fond dans la lutte pour l'indépendance de mon pays. Mais si j'ai décidé de m'enfuir et de demander l'asile politique à la France, c'est parce que dès 1975, je me suis rendu compte que le parti nous avait tous bluffés, nous avait tous menti. Aujourd'hui, on a fait du Vietnam l'un des 10 pays les plus pauvres du globe, avec l'une des 6 armées les plus puissantes du monde. Tout ce que j'avais appris en économie politique à Hanoï et en Russie s'est écroulé. Dans le Vietnam communiste actuel, il n'y a que le marché noir qui tient. C'est pitoyable. Après la chute de Saigon, je redoutais le pire pour Viet. Porte-parole de l'armée sud-vietnamienne, il était en danger. Je l'ai donc amené à l'hôpital Graal, où l'un de mes amis, le docteur Jean-Pierre Willem, a accepté de le cacher pendant quelques jours. Il se retrouve. Tu te souviens, on t'a planqué dans les médicaments. Là, ouais. T'étais entre la pénicilline et l'aspirine pendant 2 nuits, toi. Ouais, là, tu m'as planqué dans une pharmacie, là. Oui, mais même la mort, elle aurait été bonne pour toi. Ah, ouais. Du moment que tu as la vie sauve, moi, il fallait quand même qu'on trouve une bonne planque, quoi. L'essentiel, c'est que tu sois parmi nous. J'ai quand même été 7 ans là-bas, 7 ans dans mes plus belles années, dans mes années d'activité maximale. Je me suis occupé des Vietnamiens au niveau des réfugiés, c'est-à-dire au niveau, j'allais dire, des éléments les plus touchants qu'il existe, parce que ils étaient démunis et j'ai essayé de leur rendre service et ils m'ont rendu service parce qu'ils avaient une dignité, ils relevaient la tête, les Vietnamiens, même en tant que réfugiés, même blessés, ils donnaient des leçons. Et là, je m'en souviendrai toujours. Plus, il y a aussi les odeurs du Vietnam, il y a les filles du Vietnam, il y a tout un décor, il y a tout un environnement que personne ne peut oublier. Il y en a qui ont laissé leur âme là-bas. Je pourrais supporter la faim et la misère dans notre pays, mais je n'accepterai jamais de le perdre des droits de l'homme. Je vais chercher un travail, n'importe quel, pour vivre. Voilà. Vous aimeriez y retourner? Non, on ne veut pas. On ne veut pas retourner là-bas. C'est pas, ce n'est pas sécurité. On ne veut pas retourner. Et votre pays maintenant, c'est quoi? C'est maintenant, mais je le prends ici comme mon pays. Mais j'aime ici parce que le caractère français, mais c'est généreux. Alors, on va rester ici alors. C'est comme mon pays. Mais j'aime ici. Il va y avoir des ouvertures. Je pense que ce système archaïque, un peu rongé par les termites, va peut-être s'effondrer. Je le souhaite vivement. Je souhaite vivement, justement, retrouver ce Vietnam, retrouver avec un nouveau visage, car il aura un nouveau visage. Mais ce sera l'occasion de retrouver à la fois des amitiés, un climat,
un peuple intelligent, vif, rapide, qu'on avait brimé, à qui on l'a vu imposer un carcan. Ce peuple libéré de ce carcan restera lui-même, redeviendra ce qu'il a. Hẹn anh kiếp sau